Bonjour, nous sommes le 24e jour de la guerre contre le Hamas. Depuis le terrible 7 octobre, le bilan est déjà très lourd. 1538 Israéliens ont été assassinés, tués sauvagement. Des centaines de blessés sont toujours hospitalisés. 239 sont détenus en otage. Des tractations sont faites avec le Qatar, l'Égypte, la Croix-Rouge et avec les États-Unis pour essayer de libérer tous les détenus. Mais vous savez que contrairement à toutes les conventions internationales, la Croix-Rouge ignore leur sort et n'a pas rendu une seule visite. Eh bien, à travers le monde, nous assistons aussi à des manifestations monstres anti-israéliennes, antisémites, contre des ambassades, des ambassadeurs menacés. Des fortes pressions aussi sont exercées par des chancelleries pour aboutir à un cessez-le-feu immédiat, apporter une aide humanitaire. Mais nous avons vu aussi de nos propres yeux comment cette aide humanitaire est manipulée par le Hamas, comment des centaines de personnes de Gazaouis arrivent et volent donc cette aide humanitaire. Pour en parler, aujourd'hui, nous revenons sur les analyses de Jacques Neria, grand expert militaire et stratège au GCPA CAP. Et la question que je vous pose, cher Jacques, c'est essayons de faire le point sur la situation au moment où je vous parle. OK. Alors, d'abord, à tous à tous nos spectateurs, j'envoie un salut et puis et je voudrais tout simplement exprimer ma, ma sympathie et ma frustration en même temps avec ce qui s'est passé le 7 octobre, une tragédie d'une mesure colossale, jamais connue en Israël jamais connue en Israël. Et donc, et c'est dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et naturellement, les opérations militaires qui sont entreprises par le gouvernement et par l'armée visent tout simplement à changer l'état des choses entre nous et le Hamas. Plus jamais le Hamas à nos frontières, plus jamais de menaces sur les colonies et sur les kibbutzim, moshavim et les villes frontalières au sud du pays, et naturellement essayer en même temps de neutraliser la menace qui nous vient du front nord. Pour commencer, parlons d'abord du front sud. Le front sud est témoin d'une incursion terrestre israélienne pour l'instant qui est gardée sous beaucoup de brouillard pour ne pas donner à nos ennemis une idée où viendrait l'effort principal de l'armée israélienne, l'armée de défense d'Israël. Et il semblerait que les Palestiniens eux-mêmes reconnaissent que la partie nord de la bande de Gaza ait été séparée de la partie centrale et de la partie sud de la bande de Gaza. Selon les derniers rapports palestiniens, plutôt, c'est les tanks, les chars d'assaut israéliens ont été aperçus dans la banlieue est de la ville de Gaza, Gaza City. Ce qui veut dire que nous sommes profondément en territoire gazaoui, profondément engagés dans la lutte contre les terroristes. Et selon les dernières nouvelles publiées par le porte-parole de l'armée, on parle de centaines de terroristes tués pendant les 48 dernières heures. La tactique est toujours la même. C'est d'abord sous le couvert d'un bombardement intensif et d'une artillerie et de l'artillerie aussi. Donc le génie militaire avance, accompagné par les chars d'assaut, les troupes mécanisées et l'infanterie. Tout cela naturellement dans le but de déloger les terroristes de leur tunnel. Ce qui se passe généralement, on l'a vu à Erez, on l'a vu à Jebalia et dans d'autres parties de la bande de Gaza. Ils sont acculés à sortir des tunnels et une fois sortis du tunnel, ils sont à la merci de nos soldats.
Donc, de ce point de vue-là, nous continuons dans ce brouillard-là pour ne pas, avec plusieurs raisons. Un, on sait que c'est une longue guerre, on sait qui va durer pendant des mois pour l'instant, et en fin de compte, qui sait, peut-être qu'on sera nous-mêmes surpris du fait que les défenses du Hamas ne sont pas aussi terribles, aussi formidables qu'on le pensait. Ça, c'est du côté sud, et on fait surtout attention à ce que l'incursion terrestre ne provoque pas, pour l'instant, un conflit régional. Et ce conflit régional, je vais tout juste l'aborder concernant le front nord. Nous savons que le Hezbollah a déclaré depuis pas mal de temps que toute incursion terrestre du côté israélien de la bande de Gaza serait la raison d'un élargissement du conflit avec Israël, donc plus d'échanges de feu et d'artillerie ou de frappe des deux côtés de la frontière. On ne parle plus de 5 kilomètres de deux côtés, mais on parle d'attaquer Israël en profondeur. Pour cela, le Hezbollah est appuyé aussi par des milices irakiennes, pro-iraniennes, qui se sont déployées au sud-Liban, des milices pro-iraniennes, iraniennes qui se sont déployées aussi sur le Golan, un dispositif d'attaque sur toutes les bases américaines qui vont du Kurdistan au nord jusqu'à la frontière sud du Al-Tanf entre la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Toutes les bases américaines ont été attaquées par des missiles de croisière, par des missiles et des roquettes. Et naturellement, les Houthis qui ont été activés par l'Iran et qui ont tiré déjà par 3 fois des missiles croisières contre Israël et des drones qui ont été interceptés par 2 fois par la marine américaine et 1 fois aussi par l'aviation israélienne. Donc je dirais, et n'oublions pas aussi le front de Gaza, le front de Gaza et le front de la Cisjordanie, je m'excuse, où tout est en ébullition. Depuis le début du conflit, il y a plus de 1500 terroristes du Hamas qui ont été incarcérés dans les geôles israéliennes et plus des dizaines et des dizaines de morts parmi les terroristes qui se sont opposés à l'activité israélienne. Un dernier mot concernant les États-Unis. Les États-Unis ont voulu dès le début limiter le conflit, que ça ne tourne pas en un conflit régional, mais que ce soit un conflit limité à une guerre entre le Hamas et Israël. Oui, défaire le Hamas, oui, éliminer le Hamas, mais ne pas reconquérir la bande de Gaza et naturellement ne pas élargir le conflit dans un cadre régional, ce que les Iraniens, je dirais, il y a une coïncidence et une connivence d'intérêts entre les Américains et les Iraniens concernant l'élargissement du conflit. Les Iraniens ne sont pas intéressés à un élargissement du conflit qui serait suite à une incursion terrestre israélienne, donc à l'élimination du Hamas, et il menace naturellement les États-Unis d'une guerre régionale. Ce que finalement, il semblerait que nous aboutissons à cette conclusion-là, malgré la convergence d'intérêts des deux côtés de ne pas élargir le conflit. Donc, on s'attend maintenant. Le grand titre de cette journée aujourd'hui, c'est le speech du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui sera donné le vendredi à 15h heure israélienne. Et là, on écoutera quelles seraient, je dirais, les grandes lignes de la riposte du Hezbollah face à ce qu'il appelle la marche des martyrs vers Jérusalem. Il en a compté déjà une 50aine et je dirais, de mon point de vue, il faudrait que ça s'ajoute de plus en plus. Donc, ce qui s'est passé, un dernier mot sur les accrochages israélo-Hezbollah. Les règles de conflit et d'engagement qui existaient avant le 6 octobre ont été éliminées. Il n'y a plus d'équation de tic au tac, tu m'attaques, je t'attaque, tu me jettes une chaise, je te jette une chaise. Non, les donnes sont changées et Israël a entrepris, je dirais, la chasse des cellules anti-tank et les pertes du côté de Hezbollah sont énormes. Israël a attaqué et neutralisé 2 grands aéroports internationaux en Syrie, c'est Alep et Damas. Israël a attaqué des positions de missiles solaires en Syrie et au Liban. Et naturellement, le Hezbollah fait preuve d'utiliser de nouvelles armes que nous n'avons pas connues dans la région. Ce sont des missiles solaires qui se dirigent vers des avions, des drones ou des avions de l'armée de l'air, et aussi des drones d'attaque qui, pour la première fois, sont utilisés par le Hezbollah. Dans ce cadre-là, je dirais, nous sommes dans un conflit pour l'instant encore limité, mais qui risquerait de déborder dans les prochains jours, certainement
après le discours bien attendu de Hassan Nasrallah le vendredi prochain? Écoutez, je crois que c'est absurde d'attendre vendredi pour savoir comment Nasrallah va nous dicter donc la marche à suivre concernant cette guerre. Cela était vraiment absurde. Cela dit, vous avez évoqué aussi la Cisjordanie parce que au moment où nous parlons, vous savez qu'il y a eu un attentat à l'arme blanche à Jérusalem contre un policier. Un policier a été euh, gravement blessé. Il pourrait y avoir des émeutes non seulement à Jenin, à Ramallah et un peu partout, mais surtout à Jérusalem-Est. D'ailleurs, c'était non loin du consulat américain à Jérusalem-Est. Cela veut dire que nous nous trouvons dans une situation où il y a plusieurs fronts. Des fronts intérieurs qui pourraient déclencher aussi une certaine révolte de la part des Arabes, même israéliens, comme nous avons connu en l'an 2000 et plus tard, il y a 3 ans, donc quand il y a eu ces affrontements dans ces villes et villages mixtes israéliens. Et donc la situation est telle que nous devons manœuvrer à la fois sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, sur le plan tactique comme sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan diplomatique et concernant aussi l'éventuel échange donc avec les otages. Vous savez que une délégation de l'ONU va arriver quand même en Israël ce soir pour pouvoir discuter. On sait que l'ONU a fait faillite déjà depuis longtemps concernant les résolutions qu'ils adoptent d'une façon automatique contre Israël. Donc, nous allons voir dans les jours qui viennent comment cela va évoluer. Mais il y a plusieurs fronts et nous nous trouvons donc dans une situation beaucoup plus difficile qu'auparavant. Mais effectivement, le 7 octobre était un tournant dans l'histoire de l'État d'Israël. Merci Jacques Neria. Nous allons continuer dans les jours qui viennent encore ces analyses et donc très bientôt.